Alex Pereira qui se verrait bien redescendre en poids moyen mais aussi aller boxer en poids lourd, Francis Ngannou qui fait son camp d'entraînement à Paris, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Francis Ngannou, lui, il a fait son camp d'entraînement en France pour son combat qui est prévu le 19 octobre prochain, je le rappelle, à Riyad face à Renan Ferreira, mais il est quand même resté avec ses coachs habituels, Dewey Cooper et Eric Nicksick. Justement, Eric Nicksick, qui est son head coach, a avoué que ça avait été un défi, puisqu'il y avait quand même une facilité à rester aux États-Unis, ne serait-ce que pour la salle et les sparring partners. Puis comme il le dit, on parle d'un poids lourd, donc les partenaires d'entraînement sont quand même assez difficiles à trouver. Mais d'un autre côté, être à Paris leur a permis d'être en petit comité, juste Francis, ses coachs et puis quelques sparring. Certains d'ailleurs qui lui ont été conseillés par Thomas Spinal, et il n'est pas impossible que Thomas Spinal vienne faire quelques rounds avec le Predator. Rien de sûr, mais c'est une possibilité. Et puis ce retour au MMA après 2 ans en boxe anglaise pose bien sûr quelques questions. Est-ce que Francis a pris du retard dans certains domaines? Est-ce qu'il a dénaturé son style, etc. Bon, Nicksick, lui, s'est voulu assez rassurant en expliquant que Francis est extrêmement motivé et investi. Il a répété aussi à plusieurs reprises que le sport lui avait manqué. Et puis il ajoute que quand le Camerounais est revenu à la salle suite à sa défaite face à Joshua, il n'avait pas de combat de prévu, c'était par pure passion. Il a même participé à la préparation de plusieurs combattants avant que son propre combat face à Ferreira ne soit acté. Et puis en parlant de Pereira, il assure que depuis que Francis a signé au PFL, il a gardé un œil sur lui, estimant que c'est un des combats de retour les plus dangereux que pouvait avoir son combattant, ne serait-ce qu'avec la force de frappe de Ferreira. Et puis il pense que le Brésilien n'a cessé de s'améliorer jusqu'à maintenant, mais il estime que Francis Ngannou a plus de cartes dans son jeu. Et puis il pense que suite à ce combat, Francis a encore assez de jus pour combattre 2 fois en MMA et 2 fois en boxe anglaise. Il évoque même un potentiel combat contre John Jones en boxe anglaise. Alors là, je sais que ça va déplaire à certains, de toute façon on ne sait pas si ça se fera, mais l'avenir nous le dira. Un vétéran maintenant, Stephen Thompson, lui, sera main event des prélims ce week-end, lors de l'UFC Salt Lake City. Il sera opposé à Joaquin Buckley. Alors il s'était pas retrouvé en prélim depuis son 4e combat au sein de l'organisation, mais il voit le côté positif en expliquant que lorsque tu combats en prélim, tu as beaucoup moins d'attentes que sur la main card, il y a moins d'annonces publicitaires avant ton combat, etc. Et puis comme il le dit, je n'ai pas combattu depuis décembre, alors que sur la carte principale, on a Kevin Holland, qui est un combattant très actif, donc il mérite sa place. Bon, toujours très honnête, Stephen Thompson. Concernant son adversaire et les raisons qui l'ont poussé à accepter ce combat, il dit que c'est Buckley qui voulait l'affronter et qu'il trouve que ce dernier mérite d'avoir sa chance. C'est un combattant qui, d'après lui, n'est jamais sur la retenue et toujours agréable à voir combattre. Il pense d'ailleurs qu'il voudra dans un premier temps garder le combat debout, mais que lorsqu'il n'aura plus de solution dans ce domaine, il ira chercher le sol et il assure être prêt à cette éventualité. Et puis suite à sa défaite face à Rakhmonov et le titre qui par conséquent s'est éloigné, on aurait pu croire que Thompson allait peut-être songer à la retraite. Il est catégorique là-dessus, ça ne lui a pas traversé l'esprit, il veut être le plus vieux combattant du roster et s'arrêtera le jour où son corps dira stop, ou si son père lui dit que c'est le moment de raccrocher. Je rappelle que son père c'est aussi son entraîneur, et puis forcément il a adapté son entraînement au fur et à mesure que les années sont passées. Et puis pour finir, il nous a partagé une petite anecdote. Il a été sparring de GSP à plusieurs reprises, notamment au début des années 2000. C'était forcément, comme il le dit, une énorme opportunité pour lui. Et puis il raconte qu'une fois, au tout début d'un camp d'entraînement, il s'est tordu les 2 chevilles sur une amenée au sol. Ses chevilles étaient bleues, voire noires, mais il a décidé de rester pour l'intégralité de la préparation. Et du coup, il devait se faire des énormes straps avant chaque session. Mais il explique qu'en fait, s'entraîner avec Georges à cette époque-là, c'était tellement bénéfique pour lui qu'il ne pouvait pas se permettre d'en louper une occasion. Donc il a traversé cette blessure et cette épreuve. Un coach d'exception maintenant, Ray Longo, notamment coach de Merab Dvalishvili, le champion fraîchement couronné. Il estime que la plus grosse des qualités de Merab, c'est de toujours avoir appris de ses défaites. Il y en a eu peu dans sa carrière, mais il y en a eu. Et puis il raconte une autre anecdote, quand Merab est arrivé dans sa salle, il parlait à peine anglais, et du coup ça a été un problème la communication, donc il a donc décidé, Merab lui-même, de quitter la salle et d'aller s'entraîner dans un autre gym, comme il dit, où il y avait plus de Géorgiens, c'était beaucoup plus simple pour lui. Mais après 3 mois, il est revenu, il avait réalisé que ce qu'il lui fallait, c'était Ray Longo et sa team, donc il s'est mis à l'anglais, donc il a travaillé sur lui, ce qui est une preuve de motivation. Il en voulait peut-être un peu plus que les autres.
Concernant le combat contre O'Malley, Ray Longo, lui, juge qu'O'Malley était moins rapide que ce qu'il pensait, qu'il avait moins aussi l'instinct du sniper, mais il le dit, Merab a fait ce qu'il fallait, il n'a pas joué son jeu, il ne lui a pas donné d'occasion de le contrer, et j'en suis très fier. Aujourd'hui, Merab a une très grosse expérience, il a affronté Henry Cerudo, l'élite de la lutte, il a affronté O'Malley, l'élite du striking, ce qui le prépare parfaitement d'après lui à un combat contre Oumar Nurmagomedov, que Merab ne refusera pas. Il pense d'ailleurs que l'UFC pousse un peu derrière Merab, tout comme ils ont poussé derrière Oumar Nurmagomedov, pardon, tout comme ils ont poussé derrière Sean O'Malley. Et puis enfin, il estime que Merab veut revenir assez rapidement. Il va prendre quelques vacances, bien sûr, mais voilà, il ne veut pas trop traîner avec la ceinture. Il veut la défendre rapidement. Et puis il est aussi revenu sur le combat de Sterling contre O'Malley, puisque c'est le coach de Sterling. Il pense que Sterling bat O'Malley 9 fois sur 10, mais que là, il n'avait pas envie d'être là ce soir-là. L'UFC l'avait quasiment forcé à défendre son titre ce jour-là contre O'Malley, et voilà, mentalement, il n'était pas là où il devait être. On a aussi eu, puisqu'on est mercredi, la traditionnelle interview-conférence de presse de Dana White suite au Contender Series. Il est revenu sur ce qu'avait dit Chandler un peu plus tôt, à savoir que Conor McGregor n'était pas son prochain adversaire, mais que lui était bien le prochain adversaire de l'Irlandais. Dana White n'a pas confirmé du tout. Ce qu'il dit, lui, c'est que McGregor revient en 2025. On verra à ce moment-là qui est disponible pour l'affronter. Il a aussi parlé des rankings UFC qui sont très critiqués, on en reparlera tout à l'heure avec Renato Moicano. Il pense qu'un jour c'est l'intelligence artificielle qui fera les rankings. Est-ce que ça marchera? Je sais pas, parce qu'il y a des journalistes qui se sont amusés à le faire, et ça donne quelque chose de complètement dingue qui n'a aucun sens. Donc la réponse peut-être très prochainement. Et puis il a aussi déclaré que Francis Ngannou n'a pas forcément gagné plus d'argent en boxe anglaise que ce qu'il aurait gagné s'il était resté à l'UFC et aurait affronté John Jones. Alors là, j'ai énormément de mal à le croire, vous me direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, ça m'aide beaucoup. Et pour ceux qui découvrent l'émission, on termine toujours avec votre moment, avec la Minute Auditeur, et je réponds à tous les messages. Donc si vous voulez me soutenir et faire votre bonne action de la journée, n'hésitez pas à au moins liker et vous abonner, ça me ferait très plaisir. Alex Pereira est arrivé 3 semaines en avance à Salt Lake City, forcément pour s'habituer à l'altitude. Il a aussi dit être très heureux de s'entraîner avec Sean Strickland, expliquant que c'est pas juste une question de sparring, mais que l'américain lui montre aussi quelques techniques, voilà, lui apporte des choses différentes, et puis forcément il assure qu'il répondra présent si Sean lui demande de l'aider pour son prochain camp. Il a aussi réaffirmé vouloir affronter DDP en middleweight et même être prêt à y faire plusieurs combats, expliquant que son corps avait besoin d'une pause dans les cuttings lorsqu'il avait fait le choix de monter chez les lourds légers. Et puis il conclut en disant qu'il se verrait bien se tester au noble art, mais cette fois-ci en poids lourd. Donc Pereira a un appétit pour le combat vraiment terrible, on a rarement vu ça. J'espère que tout va rouler pour lui, même si je n'ai rien contre Khalil Rountree. Maintenant, je voulais partager avec vous une petite pensée qui m'a traversé l'esprit. On critique beaucoup Bilal Mohamed parce qu'il ne termine pas ses combats, parce qu'il serait chiant à regarder, etc. Je vous rappelle que Kamaru Usman, avant de devenir champion à l'UFC, c'est seulement 2 KO et une soumission, sinon que des décisions. Il était extrêmement critiqué pour son style, il collait les mecs contre la cage, il les dominait dans le clinch, il les amenait au sol, il prenait une position dominante, le mec se relevait et boum, c'était reparti contre la cage. Il a fallu attendre qu'il devienne champion pour montrer qu'il était extrêmement dangereux avec ses points. Je vous renvoie à son magnifique KO sur Jorge Masvidal. Et ensuite, c'est un combattant que les gens aimaient voir combattre. Bilal Mohamed, c'est pareil, actuellement à l'UFC, c'est 2 KO et une soumission. Il a montré contre Leon Edwards qu'il avait beaucoup progressé en boxe anglaise. Est-ce que vous pensez que Bilal Mohamed pourrait avoir une deuxième partie de carrière durant laquelle il va régner sur la catégorie et où il va devenir dangereux pour ses points? Je ne sais pas du tout, on se rappelle qu'Ousmane avait un peu changé son camp d'entraînement quand même. Bilal Mohamed, ça n'a pas l'air parti pour, mais il a déjà beaucoup changé physiquement. Voilà, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Imaginez si dans un an et demi, on se dit « Oh, attention, Bilal Mohamed, il peut t'éteindre debout ». Ce serait assez drôle, en tout cas j'ai pensé à ça. Dites-moi ce que vous en avez, vous, pensé, et je voulais partager ça avec vous. On a Khalil Rountree qui est revenu sur toute sa carrière à l'UFC, donc il faut savoir qu'il débarque dans la Big League avec 4 combats professionnels seulement. 4 victoires, mais 4 combats seulement, donc il le dit, j'étais pas encore un combattant qui est arrivé au sommet de son art, j'étais encore en train d'apprendre, et puis il avait beaucoup de peur, la peur d'être blessé, la peur de blesser quelqu'un aussi, mais surtout la peur d'être emmené en eau trouble, comme on dit, et de ne pas savoir comment réagir, et une autre de ses grosses angoisses, c'était de se faire étrangler, de ne pas se réveiller. Forcément, après 2 combats officiels à l'UFC, il se fait étrangler, et puis quand il revoit le combat, il se rend compte qu'en fait il a abandonné, il a lâché mentalement, du coup il a travaillé là-dessus à l'entraînement, notamment en se rendant compte qu'il y avait un arbitre dans la cage et que si ça se passait mal, l'arbitre allait arrêter le combat. Et puis il y a eu un autre déclic dans sa carrière, c'est son combat contre Johnny Walker.
Donc déjà, il explique qu'il ne voulait pas être là ce jour-là, il avait plein d'autres problèmes personnels, et puis il perd au clinch, hein, il se fait mettre KO dans le clinch, il savait pas quoi faire du tout, il savait pas comment placer sa tête, etc. Ça a été le déclic, il décide d'aller s'entraîner au royaume du clinch, au royaume du Muay Thai, en Thaïlande, et là il tombe amoureux de la mentalité, de la façon de s'entraîner. Il dit que là-bas les gens s'entraînent de manière détendue, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé aux États-Unis. Et puis le jour où il a réussi à retranscrire ça dans la cage, il était très heureux, non seulement pour lui, mais aussi pour toutes les personnes en Thaïlande qui lui ont fait confiance et qui lui ont permis d'acquérir toutes ces techniques. Et puis ensuite, il est revenu sur sa route jusqu'à la ceinture. Et là, encore une fois, il s'agit d'un déclic. Sa carrière n'a été fait que de déclic. Il dit le Covid arrive. Et les autorités en Thaïlande me disent que si je quitte le pays, ils savent pas quand est-ce que je vais pouvoir revenir, mais il me fallait de l'argent, il fallait que j'aille combattre. Du coup, il appelle ses coachs aux États-Unis et son coach lui dit ok, je veux bien t'accompagner, je veux bien qu'on refasse un camp ensemble, mais par contre tu dois me dire c'est quoi le but, qu'est-ce que tu veux au final, moi je veux pas perdre mon temps. Et là il se dit ok, bah si je quitte la Thaïlande, si je quitte ce que j'aime le plus, c'est pour devenir champion. Et là, on connaît la suite. Hein, il arrive à se faire. Maintenant, il est sur 5 victoires de suite. C'est vraiment un combattant que moi j'adore, qui est créatif, qui propose beaucoup de choses. Un très bon représentant du Muay Thai à l'UFC. Et vous le savez, récemment, suite à l'UFC 303, il y a eu toute une histoire de dopage autour de lui. Il est revenu là-dessus. Alors en réalité, c'est pas un test qui a révélé son dopage. C'est qu'il était en partenariat avec une compagnie de compléments alimentaires. C'est eux qui lui fournissaient tous ces compléments. Et puis un jour, les représentants de la compagnie viennent le visiter chez lui, et un des représentants voit une boîte de compléments. Il lui dit j'espère que tu prends pas ça. Et il dit bah oui, je le prends, c'est vous qui me l'avez fourni. Et là le gars lui dit non, c'est une erreur, on n'aurait jamais dû te donner ça, c'est pas autorisé par l'UFC. Du coup de lui-même il a appelé l'UFC. L'UFC lui a donc fait faire un test, le test est revenu positif, et puis on connaît la suite, une suspension. D'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas, surtout des combattants, pourquoi lui a son combat de championnat alors qu'il vient d'être testé positif à une substance interdite. Et puis là concernant le combat de ce week-end, on pourrait s'attendre à un pur combat de striking, une pure bagarre. Alex Pereira, représentant du kickboxing, lui représentant du Muay Thai, mais il assure qu'il a un plan et que ce n'est pas d'aller à la guerre, ce n'est pas de tout donner bêtement, mais il y a vraiment plusieurs étapes qui devraient l'amener jusqu'à la victoire. Et puis enfin, s'il venait à s'emparer de la ceinture, il pense que ce serait un super message pour tous les jeunes, notamment de Las Vegas, de là où il vient. Lui, c'était un jeune paumé qui ne savait pas quoi faire, et il serait très fier de montrer à tous ces jeunes-là qu'on a tous un but dans la vie, on est tous là pour quelque chose, voilà. Il nous a fait la belle histoire. Puisqu'on est sur Pereira, on va continuer avec lui. Faut savoir que son échange avec Ankalaev sur les réseaux continue. Cette fois, c'est Ankalaev qui s'exprime en disant « Alex a 6 KO à l'UFC, j'en ai 6 aussi, il sait pourquoi il ne m'affronte pas et il préfère affronter le 8ème au classement. Sois focus sur ton combat, je vais faire pareil de mon côté, et puis on se verra après si tu acceptes. Bonne chance champion. » J'espère vraiment qu'on verra ce combat, même si Pereira perd et que c'est rentré le champion. Ankalaev réussit à battre, je crois que c'est Rakic qui l'a face à lui prochainement. Enfin, il aura sa chance à la ceinture, mais j'en ai déjà beaucoup parlé. Je ne m'étale pas plus là-dessus. Depuis octobre 2021, Kevin Holland a combattu 11 fois, Alex Pereira a combattu 10 fois. Holland est à égalité avec je ne sais plus quel fighter, et puis Pereira aussi est à égalité avec quelqu'un. En tout cas, suite à ce week-end, ils deviendront les premiers et deuxièmes combattants les plus actifs du roster UFC. Félicitations à eux, parce qu'on sait que le MMA, pour t'user, il n'y a pas mieux. Un autre record d'Alex Pereira qui est en route, s'il réussit sa défense de titre ce week-end contre Rountree, il va battre le record de Ronda Rousey qui avait défendu sa ceinture 3 fois en 189 jours. Lui peut le faire en 175 jours. Donc déjà, il aura combattu 3 fois en 175 jours, ce qui est énorme. Et là, s'il défend, ce serait un nouveau record de plus. Et puis il effacerait Ronda Rousey. Dommage, elle a quand même marqué le sport, quoi qu'on en pense, même si elle n'a pas fini sur la meilleure note. Mais quand même. Puisqu'on est dans les records, si Raquel Pennington gagne ce week-end, elle va égaler Amanda Nunes pour le plus de victoires dans la catégorie des bantamweight féminines. Raquel Pennington, c'est pas la plus connue, Amanda Nunes, elle avait quand même un peu plus d'exposition. Espérons que ça le fasse pour elle, et puis qu'elle rentre un petit peu dans l'histoire, parce que je pense que c'est une combattante malheureusement qui va être assez vite oubliée. D'ailleurs, elle a déclaré qu'elle s'était préparée pour Juliana Peña, forcément, puisque c'est sa prochaine adversaire, mais aussi pour Kayla Harrison, parce que si jamais Peña était out du combat, elle sait qu'Harrison n'hésiterait pas à saisir l'opportunité de prendre le short notice, donc elle explique s'être entraînée dans les deux directions. Je pense que c'est aussi un bon petit coup de promo pour faire parler d'elle. J'avoue que personne ne parle de ce combat-là, Pereira prend toute la lumière, même les autres combats, on en parle beaucoup plus, mais malheureusement c'est le MMA féminin, je dis pas que c'est mérité,
vérité, elle s'entraîne aussi fort que les gars, mais malheureusement, elles n'ont pas l'exposition. Et puis par contre, si Kayla Harrison venait un jour à prendre la ceinture, je pense qu'on en parlerait un peu plus. Il y a cette petite histoire, la judokate, etc. Le PFL, elle a déjà gagné plusieurs fois, donc je pense qu'elle pourra amener un petit peu de lumière. Mais c'est vrai que depuis qu'on a pu Rousset, on a pu Cyborg, on a pu Nunes, on en parle quand même beaucoup moins. Pour revenir à l'UFC Paris, Renato Moicano se plaint de ne pas avoir bougé dans les rankings. Alors c'est drôle parce que regardez ce qu'il a dit. Il dit c'est la première fois qu'un gars détruit quelqu'un et ne monte pas dans les rankings. Je pense que les journalistes MMA aiment Macron aussi. Bon ça c'est par rapport à ce qu'il avait dit suite à son combat. Mais juste avant il avait tweeté en disant je vais en France, je ne prends pas de bonus. La commission antidopage française essaye de m'avoir. Bon ça c'est ce que tous les combattants ont dit, les Américains. Oui on a été testés juste après la pesée, pas les Français etc. Dana White a dit que c'était faux, que juste la commission française avait été maladroite de les peser de les tester au moment de la pesée, quand ils en peuvent plus, quand ils sont rincés. C'est la seule erreur, mais il dit non, ils n'ont pas été plus ciblés que les autres, c'est faux. Ensuite il dit la France, le gouvernement français m'a pris énormément de monnaie avec les taxes, et puis la seule chose qui manque, c'est que je ne sois pas dans le top 6 demain. Et ben voilà, le lendemain il n'était pas dans le top 6, donc malheureusement pour lui, c'est vrai que c'est pas mérité, il a fait une sacrée performance. Le top 6 je sais pas, mais au moins d'avancer un petit peu dans les classements. Et puis là, je suis assez fier, parce que je vous disais, hein, on en parlait dans la dernière émission, que Renato Moicano avait amené Benoît Saint-Denis au sol sur une saisie de middle, et je vous disais, il l'a peut-être préparé, parce que Benoît Saint-Denis envoie très souvent son middle, etc. Bon, et ben là, justement, il a posté une vidéo où il était en train de s'entraîner à attraper la jambe de Benoît Saint-Denis sur un middle, donc c'était préparé. Excellent game plan, félicitations à lui. Benoît Saint-Denis, lui, malgré la défaite, il est toujours classé 12. Donc je pensais qu'il allait sortir du top 15, hein, j'y croyais vraiment. C'est pas le cas, tant mieux pour lui, j'espère qu'il aura une autre chance. Et puis le coin de Benoît Saint-Denis qui a été très critiqué pour sa gestion entre les deux rounds en lui disant seulement ouais t'es le meilleur, c'est ton moment, vas-y tu vas y aller Benoît. À l'opposé on a Nicolas Hoth dans le coin d'Imavov qui a été très calme, qui lui a dit voilà on recompose, c'est pas grave, tu sais ce que t'as à faire machin. Nicolas Hoth j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé. Là on avait vraiment, c'est vrai que quand tu mets les deux vidéos l'une à côté de l'autre, t'as un coin où on te motive mentalement, voilà on est assez excité, et dans l'autre coin on est calme, on laisse passer la tempête, on a l'impression que tout a été prévu, le game plan a été étudié. Ça contraste vraiment des deux côtés. Il y a aussi quelque chose qui est ressorti, une petite vidéo d'Anderson Silva, c'était en 2015, qui disait que Khalil Rountree serait un jour champion de l'UFC. Si ça se réalise, Anderson Silva aura eu le nez très fin. Des nouvelles de Kevin Lee, je vous en parlais dans la dernière émission, il disait qu'il aimerait affronter Islam Makhachev, etc. Bon, sachez qu'il a recombattu en dehors de l'UFC forcément, il a obtenu un finish, hein, je crois que c'est un étranglement. On a déjà quelques personnes sur Twitter qui nous disent encore quelques performances comme ça, et il sera de retour à l'UFC. Je vais pas trop m'avancer, mais je voulais quand même vous donner des nouvelles de lui. Sinon, on a Barnett qui va affronter Tafa. Barnett, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, hein, si je dis pas de bêtises. Contre Tafa, ça va frapper très fort, c'est chez les poids lourds. Ça risque d'aller très vite, on risque de ne pas avoir le deuxième round. Et pour être honnête avec vous, c'est tout ce que je souhaite. Et puis sinon, hein, enfin, on a le français champion du One, hein, le kickboxer Alexis Nicolas qui revient, c'est ce vendredi, donc lui il est champion, je crois que c'est en kickboxing ou en Muay Thai, hein, vous m'excuserez, je ne suis pas trop le One et je vous donne quand même l'information. Il va affronter l'ancien champion des moins de 77, Redian Hersel, vous m'excuserez pour la prononciation. L'heure de la revanche a sonné, hein, comme nous le tweet RMC, donc si vous voulez voir un Français combattre, un Français invaincu, 24-0, ce sera sur RMC Sport et puis ce sera au One FC. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, je vous propose tout de suite de passer à la Minute Auditeur. La Minute Auditeur, on la commence aujourd'hui avec Madarik Wild qui me dit « Le tournoi est trop risqué pour l'intégrité physique des combattants ». Tu fais allusion à ce tweet qui proposait un tournoi sur une soirée pour la BMF, je crois qu'il y avait Hooker, Poirier, Holloway et Gaethje, si je dis pas de bêtises, je vous renvoie à la dernière émission. Oui c'est vrai, mais ça a déjà existé par le passé. Je sais que c'est surtout les commissions qui sont très réticentes à ça, peut-être que l'UFC aussi, mais en tout cas j'aimerais beaucoup, ça a déjà existé. Alors on se souvient, c'était pas du MMA, mais au K1, les mecs qui combattaient plusieurs fois dans la soirée, c'était dingue, ça ajoutait du piment à la soirée, franchement c'était énorme. Même le mec qui ne suivait pas de l'année là pouvait se faire une idée de qui était qui faisait quoi, etc. J'espère qu'on verra ça un jour, même si, comme je l'ai dit, je ne suis pas très optimiste là-dessus.
Ensuite, on a Giorgio qui me dit « Salut, à mon avis, c'est évident que dans le contrat que Chandler a signé avec l'UFC et Conor, si passé une certaine date, le combat n'a pas lieu, il y a forcément une grosse compensation financière pour Chandler, qui a attendu des années-lumière pour au final ne même pas combattre contre Conor. Enfin, c'est seulement mon avis, évidemment, je peux me tromper. Je sais pas, franchement, Chandler n'en a pas parlé, l'UFC non plus, hein, il est peut-être pas... Voilà, il se dit peut-être que s'il le dit, il risque d'avoir des problèmes, etc. Donc, je sais pas trop, mais... Mais en tout cas, ça m'étonnerait pas qu'il n'ait aucune compensation financière non plus, hein, pour être honnête avec toi. J'espère qu'on en saura plus là-dessus, un de ces quatre. Ensuite, on a Sedat Sed qui me dit « Salut, BSD peut faire de la boxe anglaise sans gants, ça lui irait bien. Force à lui, étape par étape. » Ouais, pourquoi pas, imagine Benoît Saint-Denis qui finit au Barnacle. Bon, j'y crois pas trop. Maintenant, ça irait bien avec le personnage, hein, une brute qui ne fait qu'avancer. Ton commentaire m'a fait sourire. Ensuite, il y a Raza de Ghoul qui me dit « Pour BSD, il aurait peut-être... intérêt à s'inspirer de la méthode Poirier qui vit en Louisiane avec sa famille et s'y entraîne hors combat, mais va faire ses camps à l'ATT sur Miami. » Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être une possibilité, hein, s'il veut pas vivre dans les grosses villes, il reste là où il veut rester quand il n'est pas en camp, et puis en camp, il part 1 mois et demi, 2 mois ailleurs. Ça va coûter de l'argent forcément, mais c'est peut-être l'investissement à faire pour la suite de sa carrière. Aresabis qui nous dit Dan Hooker, argent facile, laisse-moi rire. Et après, on a eu tout un débat avec notamment Rakit 92, etc. Oui, c'est Moïcano qui disait que Dan Hooker c'était de l'argent facile dans la catégorie. Ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que quand tu regardes le top 10, tu peux te dire peut-être qu'au niveau du style, il a plus intérêt à prendre Hooker. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que Hooker, il est jamais mort, il est jamais fini. Là, il vient d'avoir une décision très serrée, mais qui est passée contre Gamrot, très bon au sol. Donc c'est vrai que tu ne peux jamais enterrer le Néo-Zélandais. Ensuite, j'ai It's Purizer. Alors, tu m'as fait un long message, donc je voulais le partager à tout le monde, qui me dit « J'ai vu plein de haters sur les réseaux défoncer BSD. Moïcano est un excellent fighter, les néo-fans l'ont trop sous-estimé, mais il n'avait perdu que contre des monstres avant. Il a étudié Benoît à la loupe en étant à l'ATT, je pense que tu as voulu dire, avec Poirier et Thiago Moïse. Benoît a fait comme d'hab, bras avant, arrière et middle. Moïcano a eu la réussite de choper sa jambe, mais on connaît la suite. Du coup, on sait pas vraiment si c'est de la réussite, hein, je pense plutôt que c'était travaillé. La garde papillon, c'est bien beau, mais face à un top qui s'est bien forcé sur son bassin et à être chirurgical sur le grand endpoint avec des coups de coude, tu perds, c'est comme ça, c'est la vie d'un combattant. Après, je pense que les problèmes viennent vraiment de l'extérieur. Pas de bon head coach, pas de sparring de qualité en restant à Bayonne. Pour moi, il devrait partir sur un gros gym aux States et remettre tout à plat. Ces 2 derniers combats sont dramatiques pour sa santé. Sinon, Gomis et Ziam, impressionnants. Nassour, on savait, et bravo à tous les combattants, gagnants ou perdants. Mon seul coup de gueule, c'est qu'il faut respecter les combattants. Je n'ai entendu et lu que des commentaires à vomir. Merci pour ta vidéo, etc. etc. Et Moïcano a sûrement dû perdre son bonus à cause de ses propos sur Macron. Non, mais t'as raison, Benoît Saint-Denis, voilà, il y a peut-être quelque chose à changer, il y a sûrement quelque chose à changer d'ailleurs. Ziam et Gomis aussi, ouais, ça a été impressionnant, je les attendais pas à ce niveau-là. Donc, sacrée soirée. Et puis Moïcano, pour son bonus, il avait dit qu'il achèterait du Bitcoin, hein, comme à chaque fois. Bon, du coup, il va en acheter un petit peu moins. Et puis écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi, je pense qu'on va se reparler vendredi, au moins pour parler de l'UFC Salt Lake City, faire nos petits paris, bon, c'est toujours très rapide, vous le savez, je m'étends pas là-dessus. D'ailleurs, si vous aimez les paris, je vous renvoie à la chaîne de notre ami UFC Analyse et Pronostic, qui fait le boulot, que j'aime bien, donc voilà, petit coup de pub pour lui. Et puis, n'hésitez pas à aller le voir, et puis nous on se retrouve, voilà, je pense vendredi, demain ça m'étonnerait, mais en tout cas vendredi, pour reparler un peu actualité MMA.